peur mène à la colère mène à la haine quant à elle mène à la souffrance. Mesdames et messieurs, vous faites bien de regarder Canada International. Il est 13h à Bokito, c'est l'instant du journal de la mi-journée. Voici le sommaire. Un homme en tenue agresse violemment une enseignante dans une école publique à l'ouest du Cameroun, plus précisément à Bafoussam 2. Frappée à mort, l'enseignante du fils du Bidas est conduite à l'hôpital. L'enfant, quant à lui, est renvoyé de l'école. Dialogue national, alors que les consultations se poursuivent dans les services du Premier ministre à l'immeuble Étoile, le Sud-Ouest et le Djaïlobor ont déjà leurs propositions pour le grand dialogue. Les détails dans cette édition du 13h. En sport, le round-up des informations sportives nous amènera tour à tour vers le championnat d'Afrique des sourds-muets, le stage de Namboudouf et le handball. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Ouvrons ce journal de la mi-journée sur Canada International avec le registre des faits divers. Un homme en tenue agresse les enseignantes de l'école publique du garage militaire dans Bafoussam 2. L'enseignante de son fils du CE2, frappée à mort, est conduite à l'hôpital. Le conseil des maîtres, quant à lui, siège et décide du renvoi de l'enfant. Les autorités locales se saisissent de l'affaire, comme nous le présentent Walter Bertrand et Dimitri Kouete. Voilà, bonjour et bienvenue à l'école publique garage militaire à Bafoussam, particulièrement à Bafoussam 2, où deux enseignantes ont été victimes d'une agression alors qu'elles étaient en pleine salle de classe. Bonjour madame. Bonjour à vous monsieur. Que s'est-il concrètement passé? Hier jeudi 19 septembre 2019, quand j'étais installé à mon bureau où nous sommes, à 8h30 plus précisément, j'entends des cris persistants, des cris de détresse. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Les enfants viennent d'entrer en classe, qu'est-ce qui se passe? Quand je sors, je cours pour entrer en connaissance de ce qui se passait. Je trouve un homme en tenue accroché au cou de ma maîtresse du CE1. La première réaction, c'était d'aller vers lui pour essayer d'enlever la main parce que c'était accroché à la gorge. Quand, avec l'aide de mes collègues, on a essayé d'enlever, je l'ai bousculé au secrétariat. Me retournant, je trouve la maîtresse du CE2 couchée par terre. Une autre maîtresse me dit, c'est celle-là qui a été agressée, c'est celle qui est au sol qui a été agressée. On la transporte d'abord, on met au secrétariat. C'est comme ça, quand je ressors, le monsieur se déchaîne sur tout le monde. Il me bouscule, je vais aux escaliers, je tombe. Je me lève, je dis, au secours, appelez la gendarmerie. La gendarmerie, il se déchaînait sur tous les enseignants, appelez la gendarmerie. Comme tous les enseignants étaient imprégnés et personne, tout le monde voulait vivre la scène et nous défendre. J'ai pris la résolution d'aller à la gendarmerie parce que l'école est voisine à la gendarmerie. Après quelques 5 minutes, on me dit que la maîtresse CE2 se retrouve au bureau dans un état comateux. Jusqu'à hier à 18h, je l'ai laissé à l'hôpital dans une situation pas très bien. Aussitôt, le conseil des maîtres de cet établissement a siégé et a décidé du renvoi de l'élève en question. Walter Bertrand, Dimitri Kouete pour Canal 2 International. Merci Walter Bertrand pour ces informations. Poursuivons ce journal de la mi-journée avec cette scène choquante à la rue Bananier au quartier Biémassi à Yaoundé. Une dame, Anne Bia et son nom, perd la vie à quelques mètres de son domicile. La chute dans une rigole serait la première cause. Bassé Guedna, Jean-Bertrand Tagneux pour plus de détails. Invraisemblable, mais vrai. Elle disparaît devant témoins. Anne Bia, une mère de famille, une épouse, perd la vie à quelques mètres de son domicile à son retour de son voyage de Bafia. Maman Anne, en voulant traverser cette rigole qui la conduit chez elle, perd pied, trébuche et tombe. Une voisine qui vit la scène ne sait quoi faire. Quant à son mari derrière elle, il est perdu. Il n'y comprend rien. La voilà qui dit au revoir. À jamais. Voilà ta femme là-bas. Toi, tu cherches encore quoi ici là?
Et elle a seulement fait la main comme ça. La force de l'eau qui l'entraîne et le torrent qui amène son corps vers une destination jusqu'ici inconnue. Une recherche est alors menée par la population avec l'aide des sapeurs-pompiers depuis hier. Mais rien du tout ont vu. Un total désespoir. Ce matin aussi, toute l'équipe, les enfants sont descendus partout. Ils sont encore en train, et les voilà qui reviennent sans rien trouver. Une situation pas très commune. Comment l'expliquer? Les populations supputent. Pas un crime physique, mais ça veut dire que le Satan agit, il croit qu'il a réussi totalement. Si vraiment mon épouse ne voyait pas, tout le monde, comme nous sommes africains, on aurait dit, il a vendu, il a fait ceci. Hier jeudi, elle quittait Bafia, à environ 250 km de Yaoundé, bien portante et en vie, pour perdre sa vie à quelques mètres de chez elle. Les seuls souvenirs, son foulard noyé dans la broussaille et son sac de vivres. Une histoire à une autre pareille. Toujours dans le registre des faits divers, un fait pas du tout anodin en Galim, dans le département des Bamboutos. En espace d'une semaine, la mairie a été cambriolée 2 fois de suite avec une extrême violence. À coups de gourdin, ils ont tenu en respect les vigiles pour commettre leur sale besogne. Un cas de criminalité qui s'ajoute à de nombreux autres faits qui mettent à mal les populations de cette localité. Le reportage est signé Yasset Zotanon, Marous Gassa. Les traces de cambriolage sont encore visibles dans le bureau du receveur de la mairie de Galim, dans le département des Bamboutos, région de l'Ouest Cameroun. Le coffre-fort a été éventré, son contenu emporté ainsi que des documents importants. Et la meule, tout ça, c'est ça qu'ils ont utilisé pour éventrer mon coffre. La mairie a été visitée en l'espace de 2 jours par des hommes armés. Les vigiles encore sous soin expliquent leur mésaventure. La façon qu'ils ont lancé la torche, j'étais sûr que c'était les suspects. J'ai donc esquivé pour aller à ma gauche, mais me camoufler là-bas. De ma gauche maintenant, ils ont encore lancé la torche là-bas, ils m'ont vu. Ils ont éteint leur torche, ils se sont approchés vers moi. Ils disent que tu fais quoi ici? J'ai dit mes amis, même quand les gens viennent, même la nuit, ils ont souvent l'habitude de se lever la ficelle et passer. Le gars m'a même pas laissé du temps pour m'exprimer. Il laisse-moi sortir le gourdin comme ça, boucle sur ma tête comme vous voyez là. Les cambriolages des maisons, des boutiques et autres coups de vol comme celui du bétail sèment la panique dans la localité. Mais le sous-préfet de Galim rassure. Et nous sommes à pied d'œuvre pour que nous puissions éventuellement bien arranger la situation sur le terrain. Les enquêtes se poursuivent. Nous n'avons pas encore d'indices fiables, mais nous poursuivons les enquêtes. L'année dernière, certains arrondissements du département des Bamboutos avaient reçu le passage des sécessionnistes qui ont brûlé certaines écoles, ce qui avait nécessité la descente du gouverneur de la région de l'Ouest dans les arrondissements de Galim, Mbouda et Babadjou. Question de constater les faits et prendre les mesures qui s'imposent pour assurer la sécurité des populations. Dans la région du littoral, plus précisément dans le département de la Sanaga-Maritime, la circulation est perturbée depuis ce matin. La raison de cet engorgement est l'enlèvement du camion enfui dans les eaux de la Sanaga il y a quelques jours. Un accident qui avait coûté la vie à 2 membres de l'équipage. Un seul survivant enregistré est encore sous soins intensifs. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le problème de carburant frélaté devient plus fréquent dans nos localités. Les autorités de la région de l'Ouest viennent de mettre la main sur des individus spécialisés dans le mélange du carburant et du pétrole dans la localité de Bamendou, située à Penka Michel, une usine de frélatage de carburant en plein cœur des habitations. Quelques jours après la découverte, notre reporter Eric Matané a effectué une descente sur les lieux. Voici son constat. Voici l'entrepôt qui servait de site de trafic de carburant, ainsi que des stands, de la tuyauterie et des scellés de la Sonara sont bien visibles dans ces lieux. Une bonne quantité de carburant a été saisie par les autorités en charge venant de la ville de Bafoussam. La scène se passe à Bamendo, une banlieue située dans l'arrondissement de Penka Michel, département de la Ménois, région de l'Ouest Cameroun. Ici, une usine bien installée et outillée pour le mélange des carburants avec du pétrole. Un témoin qui a vécu la scène nous la raconte. On venait au champ pour travailler, et on voyait toujours
les camions viennent entrer ici. On voyait aussi les gens, on enlevait le carburant, on mettait dans les citernes que vous voyez ici. Et il y avait aussi le pétrole, on mélangeait dedans. Bon, on ne savait pas pourquoi on faisait ça. C'est le jour que la gendarmerie est venue ici arrêter les gens, nous on a compris que c'était un réseau de trafic de carburant. Après être livrés à la Sonara, les camions Sten font un détour dans cette usine de fortune où un trafic bien huilé s'opère. C'est ainsi que ce mauvais carburant est livré dans nos stations-service et les conséquences se font ressentir sur les moteurs des véhicules qui payent le prix de la mauvaise qualité. Les populations ne sont également pas épargnées par les odeurs. Effectivement, nous avons des sérieux problèmes du moment où nos moteurs souffrent énormément. J'ai perdu pratiquement un moteur il y a 6 mois. Il faut véritablement que l'État pense à cela. Et il y a tout de même des odeurs nauséabondes lorsque vous passez avec ce type de moteur. Rendu sur le site quelques jours après la saisie, les traces du carburant sont encore visibles, ainsi que le matériel. Aucune présence humaine ne se fait ressentir. C'est un calme cimetière, mais curieusement, des personnes y vivent autour de cet endroit. National, les consultations, quant à elles, se poursuivent à Yaoundé. Les leaders religieux, islamiques, protestants et catholiques appellent à beaucoup de prières avant, pendant et après le grand rendez-vous. Certains pensent même que les problèmes du Cameroun sont dus à la mise à l'écart de Dieu. Brand Kamga, Luc Vandor, depuis les services du Premier ministre, nous parle de ce dialogue. Il faut mettre Dieu au centre du dialogue national. C'est le principal message porté par les leaders religieux au Premier ministre Joseph Diongouté depuis jeudi soir. Et ce vendredi, c'est le président de la conférence nationale épiscopale du Cameroun, Monseigneur Abraham Boileau, qui est venu donc rencontrer le Premier ministre pour porter la voix de l'Église catholique romaine du Cameroun. Le rôle de l'Église, c'est celui, n'est-ce pas, d'abord d'accompagner, n'est-ce pas, ce dialogue par la prière. Et si les organisateurs confiaient une mission particulière, en ce moment l'Église, n'est-ce pas, l'accueillerait avec beaucoup de joie. Après l'Église catholique, ce sont les églises protestantes du Cameroun et plus précisément le Conseil des églises protestantes du Cameroun qui a pris la parole pour demander à ce que Dieu soit au centre de ce dialogue national une fois de plus. Nous serons à cette table et nous croyons que le Saint-Esprit va illuminer, quoiqu'il ait été exclu du préambule de la Constitution. Je crois qu'il retrouvera sa place. La communauté musulmane n'était pas en reste avec le Conseil national des imams du Cameroun à travers la voix du professeur Souleymane. Elle a demandé à ce que les Camerounais de tous bords prient avant, pendant et après le dialogue national. Et les imams du Cameroun ont surtout mis l'accent sur ce qui adviendra après ce dialogue. Après le dialogue, la première mesure phare nous inspirant de la tripartite, c'est la mise en œuvre immédiate et intégrale des résolutions qui seront issues justement de ce dialogue pour qu'on ne se retrouve pas dans une situation où nous avons de belles résolutions, mais des résolutions qui ne seront pas mises en œuvre. Dans l'après-midi de ce vendredi, part belle aux associations des chefs traditionnels du Cameroun qui portent également le message au Premier ministre Joseph Diongouté ainsi que les présidents des différentes associations syndicales du Cameroun. Depuis les services du Premier ministre Bran Kamga, Luc Vondo. Merci Bran Kamga. Toujours dans le sillage du dialogue national, les populations du Djaïlobo ont déjà leurs propositions. Réunies autour du préfet, élites et forces vives de ce département se sont montrées très engagées à soutenir cette initiative du chef de l'État visant à sortir de la crise les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Junior Hussein et Banya Kweta pour les détails. Le grand dialogue national voulu par le chef de l'État intéresse les populations du Djaïlobo qui, aux premières heures de la matinée, se sont rassemblées autour de leur préfet à l'hôtel de ville de San Mélima.
et ont donné tour à tour des propositions qui, une fois recensées, seront acheminées au chef du gouvernement, Joseph Diangounté. La Convention de janvier 1996 sur la décentralisation soit appliquée. Que citoyen camerounais, je crois que c'est ça le plus important aujourd'hui. Que nous sommes dans un État unitaire ou dans un État fédéral, l'Allemand ou l'Américain qui est dans un État fédéral est américain, quel que soit l'endroit dans lequel il se trouve. Entre autres propositions, on note l'effectivité de la décentralisation, la régionalisation, la refonte du système éducatif et judiciaire, la franchise, le pardon et la réconciliation. Nous avons reçu les hautes instructions de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, à minuit. Et la population et les forces vives sont là pour faire leurs propositions pour le grand dialogue national appelé par le chef de l'État. Donc nous sommes satisfaits. S'agissant des propositions, elles vont faire l'objet d'un rapport particulier. Pendant 4 heures d'horloge, hommes politiques, acteurs socioculturels et linguistiques, chefs traditionnels et religieux ont largement échangé sur ce qui fera de ce dialogue une clé de résolution de la crise sécurité et sociopolitique dans le nord-ouest et le sud-ouest. Le grand dialogue national est prévu du 30 septembre au 4 octobre 2019. Au sud-ouest, l'appel au dialogue est aussi vif. Les propositions des élites, forces vives de la région, viennent d'être exposées au cours d'une réunion pré-consultative. La dite rencontre suscite beaucoup d'espoir au sein des populations du sud-ouest. Reportage signé Inès Mbala Ondoa. Les cris des populations de la région du sud-ouest ont été entendus. Le chef de l'État convie autour d'une même table à la fin de ce mois les Camerounais pour un grand dialogue national. Donnons à ce dialogue une chance. Rendons-le effectif à partir de la base pour que les populations qui ont souffert depuis 3 ans puissent maintenant rêver d'une paix durable. Et pour ce faire, nous qui étions ici aujourd'hui, nous avons la responsabilité d'aller tendre la main aux autres en leur disant leur cri a été entendu. Il faut qu'ils nous rejoignent pour le dialogue parce que tous les conflits dans le monde finissent toujours par le dialogue. Un message d'espérance des populations du sud-ouest qui depuis 3 ans vivent cette crise, que le grand dialogue national contribue à faire redevenir le sud-ouest et le Cameroun tout entier cet havre de paix et de stabilité. Nous sommes ici pour préparer nos propositions pour le sud-ouest, pour le dialogue national. Le Premier ministre qui est en train de conduire le dialogue sont certainement en train de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que ce dialogue se déroule dans les meilleures conditions. Les leaders d'opinion du sud-ouest réunis à Buea veulent trouver un consensus en prélude au grand dialogue national. Je crois que le lancement du dialogue national que le président de la République avait annoncé est vraiment un pas, c'est vraiment louable. Nous espérons que les résultats vont satisfaire les parties concernées. Les différentes parties prenantes entendent œuvrer pour la paix, souhaitent que les séparatistes déposent les armes. Et nous allons rentrer pour aller nous mettre ensemble, réfléchir et envoyer également nos propositions. Et je saisis également cette opportunité pour continuer à leur dire que nous avons trop souffert, trop de casse, trop de destruction. Dans le sud-ouest, on attend la suite avec impatience et surtout beaucoup d'espoir. Quittons le dialogue national et parlons de l'immigration clandestine qui est de plus en plus un moyen de voyage qu'utilisent les jeunes Africains, ce qui n'est pas souvent pour la plupart un moyen sécurisant. À l'occasion donc de la conférence internationale de l'Association mondiale des services de l'emploi public, il est question de régulariser la migration et assurer la main-d'œuvre pour les futurs migrants. Reportage signé Rachid Bassek, Serge Alain Zébou. L'immigration préoccupe le monde dans son entièreté. C'est à ce sujet que l'Association mondiale des services d'emploi public AMCEP organise ici à Yaoundé la conférence internationale sous le thème « Emploi, jeunesse et migration, quels défis et opportunités pour les services d'emploi public ». Sur la question de migration et des jeunes,
qui est un drame. Vous suivez souvent les jeunes qui partent parce qu'ils ne trouvent pas de travail dans leur propre pays. Ils pensent, ils espèrent trouver quelque chose de mieux ailleurs. Régulariser la migration du travail, mener une action de regroupement afin d'aider à la mobilité fonctionnelle des migrants dans les pays d'accueil et même à leur retour dans les pays d'origine, le travail peut être ordonné. Au niveau de ce projet migration, on aide les services publics d'emploi à accompagner le migrant qui souhaite partir à trouver du travail à l'étranger et aux migrants de retour aussi de lui fournir des informations, des données sur le marché du travail. Pour les membres des SPE, à chaque voyage, un projet, une coopération entre ces agences et les gouvernements serait alors un frein à la migration clandestine. Nous allons devoir faire un suivi des résolutions. Je ne doute pas que ce sera effectivement bien suivi, que ces réalisations soient accompagnées. L'aide publique au développement ne crée pas le développement. À cet effet, s'arrimer au système éducatif et à la digitalisation qui allie le physique et le digital, créer un système d'information professionnelle pour favoriser la migration, former et outiller la main-d'œuvre pour les pays demandeurs, entraîneront peu à peu la fin de la migration clandestine et favorisera la migration légale dans les pays africains et même dans les pays du Nord. Dans le sud, bientôt un siège moderne pour Elecam. Le directeur général d'Élections Cameroun est depuis quelques jours dans la région du sud. Eric Essoussé veut moderniser les conditions de travail en offrant à la région un siège digne. Il détient déjà le titre foncier d'un lotissement de plus de 2000 m² au quartier Angali à Ebolova. Les détails avec Ambras Fogui. Le directeur général des élections est à Ebolova. Pour cette autre visite dans la capitale régionale du Sud, Eric Essoussé est en posture de bâtisseur et une volonté sagace l'anime. Doter les démembrements d'Élections Cameroun d'infrastructures modernes. Nous sommes venus récupérer le titre foncier parce que le gouvernement est en train de mettre à notre disposition des moyens pour construire une belle délégation ici dans cette région et même dans d'autres délégations comme à l'est, au sud-ouest et au nord. Donc nous sommes en train de récupérer ce document pour pouvoir lancer toutes les procédures pour commencer les travaux. Un bref tête-à-tête avec le secrétaire général des services du gouverneur de la région et le docteur Essoussé peut serrer la main de son personnel qu'il qualifie d'artificier des élections avec 22 545 inscrits, 9 907 cartes distribuées, soit plus de 90% du potentiel électoral de la région du Sud. Donc nous sommes vraiment satisfaits. Comme l'atteste le titre foncier retiré pour sa part par son directeur général, Élections Camerounais propriétaires d'un peu plus de 2000 m², d'où sortiront bientôt des édifices dignes de cette structure qui fait des élus. Voilà, nous en ferons très bon usage. Et là, des délais très rapprochés. Dans le voyage qui va le conduire aussi dans la vallée du Thème, Eric Essoussé, le DG des élections d'Élections Cameroun, prescrit à son personnel le triptyque leadership de compréhension, encourager l'effort et privilégier le capital humain. Les producteurs camerounais dans le domaine du ciment veulent professionnaliser leur secteur. Pour y parvenir, ces derniers viennent de tenir une rencontre à Douala au cours de laquelle il a été question de créer une association de producteurs indépendants. Le reportage est signé Junior Hussein, Marius Kossou. Nous y reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions. Parlons maintenant de la CEMAC. La CEMAC présente une liste commune dans le processus de la création de la zone de libre-échange. Les concertations pour la constitution de cette liste sont en cours et c'est l'objet d'un atelier des 6 États membres de la CEMAC ouvert ce matin à Douala. En quoi la liste commune est intéressante pour notre communiqué. Les explications de Gillette Angoué, directrice du commerce et de la concurrence de la CEMAC. Une liste commune est intéressante pour nos États membres parce que parmi les États membres de la CEMAC, nous avons les PMA, les pays les moins avancés. Et dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine, les PMA ont un traitement privilégié en termes de calendrier de démantèlement tarifaire.
Le calendrier de démantèlement tarifaire pour les PMA est plus long. Donc nos États ont intérêt à présenter une liste unique pour bénéficier d'une durée de démantèlement plus longue qui sera par exemple pour les produits sensibles de 13 ans. Alors que quand on n'est pas PMA, on a une durée moindre. On a prévu également que nous définissions les produits sensibles, c'est-à-dire des produits qui seront libéralisés progressivement et à hauteur de 7% de nos importations. En plus des produits sensibles, il a été décidé que chacun des pays puisse réserver 3% de lignes tarifaires comme produits d'exclusion, c'est-à-dire les produits qui ne seront pas libéralisés. Il ne suffit pas d'avoir 3% à exclure, il faut tenir compte de la clause dite la clause anti-concentration. Ça veut dire que quand vous inscrivez les 3%, il faudrait s'assurer que ces 3% ne dépassent pas 10% de vos importations de l'Afrique. En nécrologie, le commissaire divisionnaire à la retraite Fotso s'est éteint le 5 septembre dernier. Un dernier hommage lui a été rendu hier à l'École nationale supérieure de la police de Yaoundé en présence du représentant du délégué régional à la sûreté nationale, Adamou Alioum. Le reportage est signé Yanis Kamga. En 3 ans, le commissaire divisionnaire à la retraite Fotso, dit Mamadou, reçoit les derniers honneurs ce 19 septembre à l'esplanade de l'École nationale supérieure de police de Yaoundé. Ce haut fonctionnaire décédé le 5 septembre des suites de maladies aura eu une carrière pleine où il fut chef de la section des contrôles, des interventions et des enquêtes et inspecteur à la Sûreté nationale. Après sa retraite en 2011, le commissaire divisionnaire Fotso partage son expérience à l'international dans le cadre de la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la paix au Congo. De retour au Cameroun en 2017, Mamadou transmet ses connaissances aux jeunes comme enseignant vacataire à l'école de police de Yaoundé. C'est fort de ce sens du partage qu'anciens collègues et anciens élèves lui ont rendu un hommage mérité ce jeudi en présence du commissaire divisionnaire Adamou Alioum, inspecteur général par intérim, représentant du délégué général à la Sûreté nationale. Ce médaillé de la force publique et chevalier de l'ordre de la valeur sera inhumé ce 21 septembre dans son village natal, Assoum, par Banjoun. Les producteurs camerounais dans le domaine du cinéma veulent professionnaliser leur secteur et pour y parvenir, ces derniers viennent de tenir une rencontre à Douala au cours de laquelle il a été annoncé la création d'une association de producteurs indépendants. Reportage signé Junior Hussein, Marius Kossou. La production cinématographique et la qualité du cinéma au Cameroun doivent quitter les sentiers battus. Donc, parlant des problèmes qu'il y avait, déjà le désordre qui régnait, le fait que chacun s'auto-proclame producteur, tout ça, ça va s'arrêter. Ça allait dans tous les sens. Alors chaque personne se levait le matin et s'auto-proclamait producteur. Et il faut quand même que nous produisons des trucs de qualité, puisqu'il y a plusieurs années, les pays voisins nous ont damé le pion. Donner au cinéma camerounais de la haute qualité pour lui permettre de conquérir l'international. Tel est l'agenda caché derrière cette volonté des producteurs camerounais qui entendent mettre sur pied la PICAC. Association des producteurs indépendants du cinéma et de l'audiovisuel du Cameroun. Donc le but est déjà de nous connaître, de nous entraider et surtout d'organiser la profession du cinéma et de l'audiovisuel au Cameroun, de penser à des coproductions pour rendre notre cinéma plus fort,
pour rendre notre cinéma plus dynamique, parce que on a compris que seul on n'avance pas, mais unis on va plus loin. Autre objectif majeur, professionnaliser le secteur avec la contribution de véritables maisons de production. L'idée de mettre sur pied une association comme celle-ci, APICAC, est une idée qui est la bienvenue. En tant que maison de production, je crois que ça va nous aider à normaliser le secteur. Puisque c'est une synergie, nous rêvons d'avoir une association, un GICAM, dans la production cinématographique et audiovisuelle au Cameroun. C'est donc une vingtaine d'acteurs, producteurs et scénaristes, entre autres, réunis pour redonner de l'éclat au cinéma africain, mais surtout au cinéma local. En sport, bien que l'activité sportive soit morose en national, en international, elle est débordante avec le championnat d'Afrique de sourds-muets qui poursuit son bonhomme de chemin à Dakar avec la team 237, les stages de Namboudo et le handball à Yaoundé, et surtout la Coupe du monde volleyball qui reprend de service ce dimanche au Japon. Les détails avec Alex Nembe. Ouvrons ce week-end de sport en montant tout d'abord au filet pour parler de volleyball et la Coupe du monde Japon 2019. Après leur 5e défaite concédée jeudi dernier, les Lions du filet reprendront du service dès dimanche prochain à Tohama, où elles ont d'ailleurs déposé leurs valises ce vendredi. Pour la suite de la compétition, elles auront fort à faire contre certaines mastodontes du volleyball mondial, notamment les Pays-Bas, la Serbie et l'Argentine. Il ne serait pas superflu de rappeler que les Lions du filet sont 17e mondial et première nation en Afrique. Engageons à présent les pistes pour parler d'athlétisme et du premier championnat d'Afrique des sourds-muets qui reprend du service dès ce vendredi, après un jour de repos. La team 237 sera soumise aux épreuves de lancer de javelot avec Adolphe Bianque, Yannick Balekamen et Samuel Diwuta Edimou. Handball à présent, parlons du tournoi de qualification olympique après la première semaine de stage. Pas de répit pour nos Lions de handball qui continuent le stage avec leur 3e match ce vendredi face au centre de formation BTS. Pour leur dernière rencontre amicale, les pouliches du Côte-Serge auront pour sparring partner lundi prochain au Palais des Sports de Ouarda les filles des Forces armées et police entendées FAP. Montons à présent au tatami et parlons dans le Boudo pour dire que le dojo du Palais des Sports de Ouarda servira de cadre dès ce vendredi et ce jusqu'à dimanche 22 septembre prochain à un stage national. En marge de celui-ci, il est également prévu le 2e stage préparatoire de l'équipe nationale qui se met en jambe pour les 4e championnats d'Afrique de Nanboudo prévus à Dakar au Sénégal du 2 au 7 octobre prochain. Avec cette page sportive que nous fermons cette édition de la vraie info de la mi-journée sur Canada International. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à demain, s'il plaît à Dieu.